beaucoup de votre accueil. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, c'est un grand privilège pour moi de participer à ces lundis de l'IHEDN ce soir, en vous priant de bien vouloir m'excuser par avance, parce que comme j'essaye d'être un représentant français au Parlement européen sérieux, que nous sommes aujourd'hui en session plénière à Strasbourg, qui démarre ce soir, je serai obligé de vous quitter assez rapidement après la conférence pour rejoindre cette session plénière, parce que je me fais un devoir d'exercer mon mandat jusqu'au bout dans des conditions satisfaisantes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Alors l'avantage quand on se spécialise, comme vous l'avez un peu rappelé dans mon CV, quand on se spécialise sur les questions d'Europe de la défense, de politique européenne de défense européenne, on voit déjà que la terminologie peut nous occuper pendant des mois ou des années, c'est que c'est un serpent de mer qui fait que vous êtes régulièrement sollicité, parce que quand ce serpent de mer disparaît au fond des flots, tout le monde s'interroge de savoir quand est-ce qu'il réapparaîtra et pourquoi il disparaît, donc on vous sollicite. Et puis quand il y a une bosse qui fait sa réapparition à la surface des flots, on se précipite sur vous en vous disant « Ah, ça y est, enfin ça émerge, il va se passer quelque chose, éclairez-nous de vos lumières ». Donc c'est un sujet sur lequel il y a toujours quelque chose à dire. Pour autant, ce n'est pas forcément un sujet sur lequel on a beaucoup progressé depuis plusieurs décennies. Et pour autant, je pense que nous avons, à votre invitation, choisi d'intituler cette conférence sur le réveil stratégique européen, tout en l'assortissant d'un point d'interrogation, parce que, contrairement aux autres frémissements qu'il y a pu avoir ces 2 dernières décennies, il se produit quelque chose en ce moment, sans doute de plus profond. On n'est pas simplement dans une période où il y a quelques ajustements bureaucratiques à Bruxelles qui donnent un peu plus corps à cette Europe de la défense. Il y a une prise de conscience chez les Européens d'une fragilité, d'une fébrilité, d'une instabilité, et une prise de conscience que ce phénomène stratégique va être durable et qui va nous affecter profondément. Alors les Européens prennent conscience de cela. Sont-ils en mesure d'y apporter une réponse à la hauteur des enjeux? Sont-ils en mesure d'y apporter une réponse unie? Sont-ils en mesure d'y apporter une réponse robuste? C'est là où on peut mettre le point d'interrogation. Mais en tout état de cause, par rapport aux 2 décennies précédentes, le frémissement auquel on assiste aujourd'hui repose malgré tout sur une véritable prise de conscience. J'en veux pour preuve un élément sonnant et trébuchant. Pendant des années, jusqu'il y a très peu de temps, jusqu'il y a 2-3 ans, pendant des années, on a eu tendance à parler des budgets de défense en Europe comme quelque chose de structurellement à la baisse. Et on ne voyait pas très bien ce qui pouvait enrayer ce déclin. Aujourd'hui, sans dire que nous avons fait des progrès spectaculaires pour redresser ces budgets, les budgets ne sont plus à la baisse. Partout en Europe, même dans des pays qui jusqu'à présent étaient sans doute les plus, pardonnez-moi l'expression, pacifistes de l'Europe, y compris d'ailleurs des pays qui ont des statuts neutres, je pense à certains pays nordiques, vous avez des budgets de défense qui sont en hausse. Alors les hausses varient, elles sont plus ou moins significatives, mais vous avez des budgets de défense dont la baisse a été enrayée, ce qui est le signe sans doute le plus net qu'il y a eu une prise de conscience chez les Européens de la nécessité de se ressaisir. Et ce n'est pas simplement les injonctions américaines régulières qui ont amené les Européens à faire ce surcroît d'efforts. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées depuis maintenant 2-3 ans qui attestent de ce réveil stratégique. Il y a une dizaine d'années, la première fois où j'ai siégé au Parlement européen, en 2009, j'ai pris, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Préfet, la présidence de cette sous-commission Sécurité-Défense, qui est un organe tout à fait modeste au sein du Parlement européen et qui montrait la place très relative qu'on accordait à ces questions au sein de cette assemblée parlementaire. À l'époque, je me souviens parfaitement du premier rapport que j'avais rédigé en tant que président de cette sous-commission. C'était un rapport sur ce que j'appelais de mes voeux l'autonomie stratégique européenne. L'expression même et l'utilisation de cette expression étaient complètement tabous. C'était quelque chose qu'on considérait comme une incongruité. Comment ça, les Européens pourraient-ils prétendre à acquérir une autonomie stratégique? C'était un délire de parlementaires, et de parlementaires français, et de parlementaires français d'obédience gaulliste, il va sans dire, parce que oser envisager que l'Europe pourrait s'émanciper de l'alliance américaine ou
essayer de s'affirmer comme un acteur stratégique autonome, c'est quelque chose qui, pour la plupart de mes collègues européens, était vraiment totalement incongru. Et encore, incongru est un mot tout à fait poli et présentable. 10 ans plus tard, cette expression-là figure à peu près aujourd'hui dans tous les textes du Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des États membres. C'est vous dire le chemin qui a été parcouru. Je vous rassure, pas du tout sous mon impulsion, parce que ce n'est absolument pas les rapports parlementaires qui sensibilisent nos chefs d'État et de gouvernement, ça se saurait. Ça changera peut-être, mais en tout cas pour l'instant, ce n'était pas vraiment le cas. Mais en tout état de cause, cette expression aujourd'hui n'est pas si incongrue que ça. Je relisais des déclarations de la chancelière allemande il y a peu de temps qui disait le temps est venu pour les Européens de prendre en charge leur destin, en parlant des questions de défense. La chancelière allemande. Alors, outre le fait que Mme Merkel n'a jamais été très versée dans les affaires stratégiques et que ses prises de parole sur ces sujets-là depuis plus de 15 ans sont extrêmement rares, le fait qu'elle se permette ce genre de déclarations, qui sont des déclarations extrêmement fortes au niveau où elle les prononce, en passant naturellement à l'alliance transatlantique, signifie quelque chose. Signifie qu'il y a eu une prise de conscience, notamment en Allemagne, de cette nécessité de faire évoluer la vision européenne en matière de sécurité et de défense. Et tout ça s'est traduit par des choses concrètes. Ce n'est pas simplement d'avoir mis l'autonomie stratégique dans les objectifs de quelques textes à Bruxelles. Vous avez, par exemple, un lancement qui a eu lieu en grande pompe l'année dernière de la coopération structurée permanente. Alors, dans l'acronyme britannique, on dit PESCO. Les Anglais vont nous quitter, mais en Europe, on utilise toujours des acronymes en anglais. Donc, c'est la Permanent Structure Cooperation, coopération structurée permanente, qui est quelque chose de très intéressant, parce que c'est une des dispositions les plus ambitieuses qui existait dans le traité de Lisbonne, ratifié en 2009. Et ce traité européen prévoyait une provision permettant, comme la France le réclame depuis longtemps d'ailleurs, que les États qui étaient les plus volontaires pour avancer en matière de défense, pouvaient s'associer sans forcément que les 28 soient présents dans ces initiatives. Cette clause, qui était assez ambitieuse, n'avait jamais été mise en œuvre depuis 10 ans. Cette clause était regardée avec beaucoup de suspicion par beaucoup d'États membres qui pensaient que c'était la porte ouverte à la création d'un petit club qui se détacherait des autres et qui partirait loin devant les autres et qui serait loin de faire l'unanimité en Europe. Donc les pays de taille modeste voyaient cette initiative avec beaucoup de suspicion. Certains grands pays voulaient phagocyter cette initiative à leur sauce. Bref, impossible pendant 10 ans de trouver le moindre accord sur le lancement, la matérialisation de cette initiative. C'est chose faite maintenant depuis un an. Les 25 pays européens ont signé cette coopération structurée permanente et nous avons aujourd'hui sur la table 34 projets coopératifs en matière de défense. Je reviendrai un peu plus en détail, pas sur les 34 projets, rassurez-vous, parce que ça serait totalement indigeste, mais sur la philosophie qui entoure ces projets et qui montre à la fois l'ambivalence du moment où nous sommes, c'est-à-dire des initiatives concrètes qui se mettent en place, et c'est incontestable, parce que ça existe, c'est signé, ça existe, c'est lancé, et puis en même temps les limites de l'exercice, parce que la première limite, je vous l'ai dit, c'est 25 pays, donc en termes de coopération structurée pour un noyau dur, 25 pays, ça dilue tout de suite la signification et la portée de ce qu'on va faire. Et puis 34 projets, ça fait quand même beaucoup de projets dont on peut penser qu'ils ne seront pas tous très structurants pour donner corps à une politique de défense un peu plus ambitieuse, un peu plus robuste. Mais en tout cas, cette disposition qui n'avait jamais été mise en œuvre a été mise en œuvre. Ça prouve bien qu'il y a eu une volonté politique de le faire et qu'on a quand même progressé. Dans le même ordre d'idées, a été lancé quelque chose de tout à fait novateur également, le Fonds européen de défense. Vous savez sans doute qu'au terme du traité européen, des traités européens, l'Union européenne, qui est une construction essentiellement économique, s'interdisait de financer des investissements en matière de défense. C'est désormais réparé. Face à l'urgence stratégique, les instances européennes, et il faut bien reconnaître que c'est essentiellement la Commission, un organe qui n'est pas tellement versé dans les questions stratégiques, c'est la Commission européenne qui a pris l'initiative, il y a maintenant quelques mois, de lancer un fonds européen de défense, c'est-à-dire de dédier de l'argent du budget européen, du budget communautaire, à des initiatives industrielles
en matière de défense. Essentiellement de la recherche et du développement, mais également une aide aux États qui voudraient faire de l'acquisition de matériel, d'équipements, de capacités en commun. C'est tout à fait novateur. À l'échelle bruxelloise, c'est une véritable révolution. Une révolution qui n'est pas achevée d'ailleurs et qui rencontre un certain nombre d'obstacles, j'y reviendrai. Mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui traduit cette prise de conscience. Il y a encore 5 ou 6 ans, c'était inconcevable de rencontrer la Commission européenne et d'évoquer des investissements en matière de défense. Immédiatement, on vous aurait objecté des obstacles juridiques en vous disant que ce n'est pas prévu dans les traités. On aurait fait une lecture extrêmement rigide de ces dispositions juridiques pour vous expliquer que ce n'était pas possible et qu'il ne fallait surtout pas se mêler de ces choses-là, que c'était quelque chose de beaucoup trop compliqué pour les instances européennes. Aujourd'hui, non seulement c'est sur les rails, mais ça a été conduit, je dois l'avouer, de façon relativement habile et intéressante par une Commission européenne qu'on a trop souvent vis-à-vis de laquelle on a trop souvent la critique facile, c'est-à-dire on l'accuse de tous les maux, de toutes les distorsions et de tous les dysfonctionnements bureaucratiques, technocratiques, que sais-je encore, et de n'avoir aucune sensibilité à ce type de sujet. Eh bien, il faut reconnaître que les responsables qui ont porté ce projet du Fonds européen de défense ont, de façon assez intelligente, totalement pris en compte la spécificité de ce que c'est que la défense. C'est-à-dire que ce n'est pas un marché comme un autre. Le matériel de défense, les équipements de défense, les capacités de défense, ce n'est pas des machines à laver, ce n'est pas des fruits et légumes, et donc ce n'est pas des choses qui vont tomber dans le registre de la politique agricole commune ou de la politique de concurrence, comme on l'a vu encore la semaine dernière. C'est quelque chose de totalement spécifique, qui demande d'ailleurs un pilotage qui ne peut pas être assuré que par un organe technocratique. Ça demande des arbitrages politiques extrêmement sensibles entre États membres, puisqu'on touche à la souveraineté des États membres, et donc il n'est pas question de remettre cette souveraineté en cause. Et c'est donc pas question que la Commission se substitue aux États membres pour décider quel ou quel projet doit bénéficier de fonds européens. Donc dans la sélection des projets et dans le pilotage des projets, non seulement les États membres ne seront pas exclus, mais ils sont étroitement associés et ils gardent pleine voix au chapitre pour dire là où ils veulent diriger les investissements. Donc c'est un mode de fonctionnement assez original qui montre que, en bonne intelligence, États membres, Commission européenne et Parlement, pour ce qui lui revenait, essayent de monter en puissance sur un sujet qui tient vraiment à cœur à nos concitoyens. Nos concitoyens ne comprendraient pas que dans cette période de grands périls, de grandes menaces, de grande instabilité, des institutions européennes délaissent complètement ces questions de sécurité et de défense. Donc voilà un certain nombre d'exemples très concrets qui attestent de cette prise de conscience et qui montrent que des initiatives peuvent être prises. Des déclarations extrêmement engageantes ont été faites. Je vous ai cité très brièvement Mme Merkel, mais c'est tout de même intéressant parce que c'est quand même l'évolution allemande qui conditionne pour beaucoup la prise de conscience à l'échelle européenne. Le réveil stratégique, on n'a pas à l'opérer en France, si je peux me permettre. La France est un pays qui, suite à la politique du général de Gaulle, a affirmé son autonomie stratégique, son indépendance nationale, ses capacités en matière de défense. La France est reconnue comme un acteur autonome, puissant sur la scène internationale en matière de sécurité et de défense. Donc ce n'est pas tellement la France qui était à convaincre de l'utilité d'embrayer au niveau européen. Et la France a souvent été le pays porteur en matière de politique européenne de défense. Mais c'est beaucoup de partenaires qui étaient plus réticents, soit parce qu'ils ont des engagements extrêmement forts et quasiment exclusifs avec l'OTAN, soit parce qu'ils ont, par leur tradition, par leur histoire, une vraie réticence, une vraie timidité, le mot est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas une vraie réticence à s'engager plus avant en matière de défense. Ces pays sont en train d'évoluer et l'Allemagne est un bon baromètre en la matière et nous avons un certain nombre de déclarations extrêmement allantes de dirigeants allemands depuis maintenant 3 ou 4 ans et qui montrent, qui attestent, qui illustrent qu'il y a une prise de conscience. L'inquiétude que l'on peut avoir, c'est que cette prise de conscience tout à fait salutaire se transforme malheureusement un peu vite en euphorie. Et parce qu'il ne s'est rien passé pendant des années sur le front européen en matière de politique de défense, maintenant qu'il y a un frémissement, un certain nombre de gens ont tendance à vouloir sauter les étapes et considérer que le gros du travail est déjà fait. Et parce qu'on a un bout de financement européen et parce qu'on a un bout de coopération dans des projets à 25, on a l'impression que nous y sommes, que la défense européenne devient une réalité. Moi, je suis, à la fois par nature, par expérience et par conviction aussi, un peu plus prudent, un peu plus pragmatique, et je crains malheureusement que l'enthousiasme
qu'on observe aujourd'hui, d'ailleurs des deux côtés du Rhin, parce qu'au moment de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, on a vu une espèce d'inflammation, de déclaration tonitruante nous expliquant que ça y est, l'Europe de la défense, grâce à tout ça, allait prendre un envol irrésistible et que demain, on pouvait même parler en termes d'armée européenne. Alors, moi, je ne rentrerai pas dans des considérations politiques ce soir, mais je trouve que d'un simple point de vue technique, nous en sommes encore très très loin et qu'il convient de raison garder. Et malheureusement, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'à côté des signes extrêmement positifs et objectifs qui montrent qu'il y a une prise de conscience et qu'on raisonne en Europe d'une façon un peu plus ouverte qu'il y a encore quelques années ou quelques mois, les obstacles restent extrêmement forts et que nous ne sommes pas encore dans une politique européenne de défense autonome et affirmée. Le premier point que je souhaitais mettre, le premier bémol que je souhaitais apporter à l'enthousiasme ambiant, il tient d'abord aux raisons de ce réveil stratégique. Il aurait été souhaitable que ce réveil stratégique repose sur la prise en considération objective de la situation stratégique. Et Dieu sait que cette situation stratégique, elle est suffisamment instable, dangereuse, mouvante, pour que l'on puisse s'en inquiéter. Des printemps arabes de 2011 et des spasmes qu'ils ont engendrés dans tout le Proche et Moyen-Orient, à la guerre en Ukraine, en passant par les vagues terroristes djihadistes du milieu des années 2000 dans beaucoup de pays européens, nous avons là des événements majeurs qui, en eux-mêmes, auraient dû suffire à réveiller les Européens. Pour autant, les printemps arabes, c'est 2011, même si les spasmes se poursuivent et se poursuivront encore pendant des années, mais c'est 2011. La guerre en Ukraine, c'est 2014. Les attentats terroristes massifs, c'est 2015. Les premières initiatives européennes dont je vous ai parlé, elles datent de 2016-2017. Donc, je sais que la machine européenne est longue, lente, qu'il faut travailler à 28 et que tout ça ne débouche pas du jour au lendemain. Mais enfin, on voit bien qu'entre le début de cette instabilité à nos frontières dès 2011 et le lancement d'initiatives concrètes qui datent pas avant 2017, il se passe quand même un certain temps, qui montre que ce réveil n'a pas été si brutal que cela. Et en fait, à bien observer le timing, le calendrier de ces initiatives et de ces déclarations, vous voyez que l'événement majeur qui a réveillé les Européens, c'est Trump. Et un tweet de Trump qui met en cause l'article 5 de l'OTAN, un tweet de Trump a plus d'effet pour réveiller les Européens et leur faire prendre conscience de leur fragilité stratégique qu'une guerre à leur porte, des conflits sur leur flanc sud et des attaques terroristes sur leur sol. Je caricature un peu, je l'admets. Mais quand même, collectivement, c'est quand même la réalité. Les vraies prises de conscience et les vraies sorties européennes en faveur de quelque chose d'un peu plus structuré, c'est 2016-2017. Et c'est l'élection de Trump et le Brexit en appendice. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que les Européens restent quand même divisés et un peu en retrait sur l'analyse stratégique de leur environnement. Il y a ceux qui regardent à l'est, il y a ceux qui regardent au sud, il y en a très peu qui regardent dans toutes les directions, et que chacun a tendance à voir les menaces et les dangers à sa propre porte, sans forcément partager une analyse globale des risques et menaces qui pourraient conduire à une stratégie cohérente. La haute représentante pour la sécurité et la politique extérieure commune, Mme Mogherini, a fait un rapport en 2016 qui esquissait cela. Son rapport a été accueilli avec beaucoup de politesse, mais pas beaucoup d'envie de le mettre en œuvre. Et son rapport butait d'une certaine façon, là aussi, sur le côté irréconciliable entre ceux qui regardent à l'est et ceux qui regardent au sud. Ceux qui considèrent que la menace, elle est côté russe, ceux qui considèrent que la menace, elle est dans l'instabilité du sud.
Je pense, j'ai lu d'entrée les questions que vous pourriez vous poser, moi je pense très sincèrement qu'on peut tout à fait réconcilier ces deux visions et qu'on peut tout à fait avoir en Européens une vision panoramique qui nous permette d'appréhender chaque risque et menace à sa juste mesure. Elle n'est pas exactement la même selon qu'on se situe à mon avis à l'est ou au sud, mais en tout cas on peut apprécier ça sans forcément faire l'exclusivité l'un de l'autre. Mais chez les Européens, ça pose toujours problème. On a du mal à avoir cette lecture unifiée de notre environnement stratégique. Et donc, 2016, ce réveil n'a pas eu totalement lieu. Le danger qu'il y a avec le fait que ce soit une hypersensibilité aux déclarations de Trump, ça rend aussi ce phénomène beaucoup plus superficiel d'une certaine façon. C'est-à-dire que beaucoup d'Européens sont agacés, inquiets, menacés par les déclarations de Trump, mais ils espèrent simplement que c'est un mauvais rêve et que ça passera. Il y a un vrai débat chez les Européens entre ceux qui pensent que c'est une tendance lourde chez notre ami américain et que sociologiquement, stratégiquement, politiquement, il y a une direction qui fait que l'Amérique sera entre guillemets, moins européenne, quoi qu'il advienne, pour les décennies à venir, et que nous devons donc prendre cette nouvelle réalité américaine en considération et agir en conséquence entre nous, Européens, et pour nous-mêmes, Européens. Et puis ceux qui disent, c'est vrai que ce Trump n'est pas très sympathique, c'est vrai qu'il est surtout extrêmement erratique, mais après tout, c'est un mauvais moment à passer, et donc soit on va essayer de s'en accommoder et on va essayer de l'accommoder. Vous avez des pays qui vont individuellement à Washington, comme on irait à Canossa, et qui font acte d'allégeance, quoi que Trump puisse dire ou penser sur eux ou sur l'Europe, et qui sont prêts à dérouler le tapis rouge, quoi qu'ils disent, uniquement pour garder cette garantie américaine ou avoir l'illusion de la garder. Vous en avez d'autres qui pensent que c'est effectivement très désagréable et ça demande sans doute une réponse, mais que cette réponse, elle est à court terme, car à plus long terme, l'allié américain reviendra dans la ligne traditionnelle. Trump est une mauvaise parenthèse qui se refermera d'une façon ou d'une autre et nous retrouverons bien des dirigeants américains plus accommodants et plus fidèles à la ligne traditionnelle vis-à-vis de l'Europe. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une illusion. Je pense que l'avènement de Trump, aussi farfelu puisse-t-il nous apparaître, ne l'est pas tant que ça, et qu'il traduit une réalité profonde aux États-Unis, et qu'au-delà de ce phénomène électoral et politique, il y a une réalité aussi sociologique très profonde, qui fait que le lien transatlantique change de nature, plus ou moins perceptiblement. J'ajoute aussi que, à bien des égards, la façon dont Trump raisonne vis-à-vis de l'Europe n'est guère différente sur le fond. Elle l'est considérablement sur la forme. Mais sur le fond, elle n'est pas forcément très différente de ce que de précédentes administrations américaines avaient en tête quand elles considéraient l'Europe. Je vous rappellerai qu'en 1999, il y a 20 ans, quand, après le sommet de Saint-Malo entre Jacques Chirac et Tony Blair, le chantier de la défense européenne avait été remis sur les rails, c'est l'administration Clinton qui a tout fait pour le faire dérailler et pour torpiller tout projet européen autonome. L'administration Obama, dans des termes évidemment un peu plus châtiés que ceux employés par M. Trump, envoyait quand même régulièrement des représentants à Bruxelles pour nous tenser et nous dire combien il était néfaste que l'Europe veuille s'autonomiser, gagner en autonomie ou s'affirmer par elle-même. Et que ce qui était important, c'était que l'Europe paye, mais paye, si possible, des structures intégrées dont les leviers de commande étaient évidemment à Washington. Alors Trump nous dit des choses pas très agréables dans un langage très désagréable, mais sur le fond, l'évolution reste quand même celle d'une relative hostilité à tout projet européen qui viserait à s'autonomiser. Finalement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est presque l'administration Bush II qui a été la moins hostile
au projet européen et la plus pragmatique en disant « mais après tout, si les Européens veulent faire des efforts, qu'ils les fassent, l'important c'est que nous ayons des alliés solides le jour où nous en avons besoin ». Et de ce point de vue-là, il y avait un certain pragmatisme qui régnait, alors qu'aujourd'hui, on n'en est plus vraiment là. Mais beaucoup d'Européens, je crois, continuent de vivre sous l'illusion que c'est un mauvais moment à passer. Et donc, ça rend les efforts actuels faits au niveau européen, ça les rend fragiles, et surtout, ça les rend réversibles. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays pensent sincèrement, profondément, par habitude, par confort, par difficulté à remettre en cause un logiciel qui est établi depuis 50 ans, pensent vraiment que, quoi qu'on fasse en européen, on peut faire quelques petites choses, mais le gros des efforts doit rester dans le panier transatlantique. Et ça, il ne faut pas se leurrer, c'est un obstacle extrêmement important à un développement ambitieux de la politique européenne de défense. Mais indépendamment de cette considération-là, je voulais revenir avec vous sur quelques points que mon statut de parlementaire me donne l'occasion de voir sans qu'ils n'apparaissent encore vraiment dans le grand public. D'abord, je voulais vous dire que tous les textes dont on nous parle aujourd'hui, et singulièrement en France, comme si c'était des textes devenus des réalités sur le Fonds européen de défense, sur la coopération structurée permanente, ces choses-là restent pour l'instant extrêmement virtuelles. Ce sont des choses signées, ce ne sont pas encore des choses mises en œuvre. Et un certain nombre de détails peuvent encore faire dérailler la machine. J'assiste quasiment au quotidien à des débats au Parlement européen, où d'ailleurs les lignes de fracture en étonneraient plus d'un, parce que les lignes de fracture aujourd'hui, elles ne sont pas entre des extrémistes et les pro-européens, entre les nationalistes et les autres. Les lignes de fracture au Parlement européen sur ces sujets de défense, elles sont non seulement globalement entre le sud-est et le nord-ouest, pardon, entre le sud-ouest et le nord-est. Vous voyez une espèce de ligne comme ça qui irait des pays nordiques jusqu'à la Grèce. Tout ce qui est au sud-ouest regarde plutôt vers le flanc sud. Tout ce qui est au nord-est regarde vers l'est. Et là, on a quand même en permanence des débats difficiles pour savoir quelles sont les priorités à accorder. Mais au-delà de ça, au-delà de ce clivage qui est relativement bien connu et qui est parfois un peu caricatural, les textes sur lesquels nous travaillons sont aujourd'hui combattus avec une certaine virulence par des partis tout à fait établis qui sont parfois au gouvernement dans des pays qui sont par ailleurs plutôt promoteurs de cette approche. Nos amis sociaux-démocrates allemands au Parlement européen, je dis nos amis avec pas mal de guillemets parce qu'ils m'ont beaucoup embêté sur un certain nombre de textes, ils sont au gouvernement dans la coalition en Allemagne. Ils sont au gouvernement avec la chancelière qui dit qu'il faut que les Européens prennent leur destin en main en matière de défense. Eh bien, les sociaux-démocrates allemands à Bruxelles et à Strasbourg votent systématiquement pour raboter budgétairement et en matière d'ambition les textes porteurs de cette ambition européenne, avec des considérations qui sont tout à fait respectables par ailleurs, mais qui montrent bien que idéologiquement, le débat est loin d'être tranché. Aujourd'hui, un social-démocrate allemand vous expliquera que la priorité pour l'Union européenne doit être de développer des capacités civiles et certainement pas des capacités militaires. Et que le budget européen qui va être dédié au Fonds européen de défense est un mauvais investissement et que si les États membres veulent ce budget, elles n'ont qu'à mettre plus au pot, cotiser plus en tant qu'État, mais que ce n'est certainement pas au budget collectif européen de prendre en charge des dépenses militaires. C'est une vision qui, sous des apparences budgétaires, qui peuvent avoir leur logique, est une vision extrêmement idéologique, en fait, et qui reste sur une position défensive. Vous avez un certain nombre de pays, qui sont des pays par ailleurs libéraux, qui ne sont pas des pays d'Europe centrale ou orientale, qui ont d'autres préoccupations. Vous avez des pays qui, aujourd'hui, considèrent que le Fonds européen de défense est suspect de générer une forme de protectionnisme européen. Et que c'est embêtant de développer un tel instrument alors qu'on devrait surtout être des bons élèves à l'intérieur de l'OTAN. Nos amis néerlandais sont sur cette ligne et vous ne trouverez pas de plus véhément contempteur des initiatives européennes que les ministres néerlandais de la Défense et des Affaires étrangères. La Hollande aujourd'hui n'est pas un pays populiste, nationaliste ou tout ce que vous voulez. C'est un pays libéral de coalition centriste. Ce pays aujourd'hui est plutôt rétif
aux initiatives en matière de défense européenne. Et puis, pardonnez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je vais vous citer une anecdote réelle et extrêmement significative sur l'état d'esprit en Europe par rapport à la relation transatlantique et à cette autonomisation européenne et ses limites. Nous étions en déplacement, j'appartiens au Parlement européen, à la délégation, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait dans l'Assemblée nationale des groupes d'amitié, Europe-États-Unis. Et nous étions, avec un certain nombre de collègues européens, de tous horizons nationaux et politiques, nous étions en déplacement aux États-Unis l'année dernière, au moment où ce Fonds européen de défense était porté sur les fonds baptismaux. Et nous avons été reçus par un certain nombre d'industriels américains qui nous ont dit, écoutez, voilà, vous mettez en place un Fonds européen de défense, c'est tout à fait inacceptable. Le Fonds européen de défense, c'est 13 milliards d'euros sur 7 ans, 2 milliards par an. 2 milliards par an, je rappelle, le budget de défense américain, c'est plus de 700 milliards d'euros, de dollars. Le budget de défense de la France, c'est 34 milliards d'euros. Donc les 2 milliards par an, à l'échelle des 28, 27, si on enlève la Grande-Bretagne, c'est quand même pas ce qui va révolutionner ni l'industrie de la défense dans le monde, et encore moins l'industrie américaine, et ça ne va pas révolutionner l'Europe non plus. C'est une modeste contribution. C'est bien, c'est mieux que rien, mais ça reste quand même extrêmement modeste. Eh bien, les industriels américains nous ont expliqué que c'était totalement intolérable parce que c'était du protectionnisme, que ça allait fausser les règles de concurrence et d'échange des deux côtés de l'Atlantique, et qu'il fallait absolument tout faire pour que les entreprises américaines aient accès à ce fonds européen de défense. Évidemment. Nous étions 5 ou 6 députés européens, et je vous l'ai dit, de tous horizons politiques et nationaux. Il m'a semblé comme une évidence qu'on allait tous sursauter en entendant ça et dire à nos interlocuteurs américains, écoutez, vous êtes très sympathiques, mais évidemment, il est hors de question que ce Fonds européen de défense ne s'adresse pas en priorité à des entreprises européennes et que l'argent du contribuable européen ne serve pas à soutenir les efforts de défense européens. J'ai été le seul à tenir cette ligne. Par ailleurs, je suis souvent présenté comme un atlantiste à Paris. Ça m'a toujours fait marrer, je n'ai jamais su à quoi ça correspondait, mais enfin voilà. J'ai été le seul à défendre cette ligne qui me semblait être une ligne de bon sens. Mais mes collègues italiens, allemands et polonais, que je ne citerai pas par ailleurs, ont tous dit, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, nous ferons les amendements nécessaires au texte pour que les pays tiers, États-Unis, peut-être Royaume-Uni après le Brexit, mais d'autres également, puissent accéder évidemment à ce Fonds européen de défense. Ce qui est insensé, parce que 13 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe sur 7 ans, c'est un petit début, mais si ce petit début, on commence déjà à l'attribuer à des entreprises américaines ou de pays tiers, on voit bien ce qui va se passer. Ça ne permettra jamais aux Européens d'avoir un effet de levier sur leur propre industrie pour faire des projets structurants. Et donc on en est toujours là. Le débat aujourd'hui n'a pas totalement abouti, et il est le même au Parlement européen, et il est le même au sein du Conseil de l'Union européenne, entre États membres. Il y a une dizaine de jours, les ministres de la Défense de tous les États membres se sont réunis. Ce même débat fait toujours rage entre ministres de la Défense. Entre ceux qui estiment qu'il faut être le plus ouvert possible et ceux qui disent on ne peut pas être totalement fermé, parce que de toute façon, les imbrications industrielles aujourd'hui font bien que c'est difficile de faire de l'exclusivité totale européenne. Mais en tout état de cause, priorité à l'Europe. Et vous avez ce débat qui fait toujours rage. C'est des choses qui ne transparaissent pas, évidemment, dans le grand public, parce qu'on n'est pas encore à ce degré, si vous voulez, d'exposition de ces sujets-là. Mais il faut savoir comment ça se passe. Donc quand on vous dit, de façon extrêmement péremptoire et euphorique, on y est, on a lancé des initiatives formidables, c'est en train de marcher, ça... Oui, enfin, le diable est toujours dans les détails dans ces affaires. Et pour l'instant, rien n'est totalement voté. Et donc l'argent, encore moins, n'est pas débloqué. Je vous rappelle aussi que le budget européen, c'est par tranche de 7 ans. Et que le prochain budget européen, il sera pour la tranche 2021-2027. Et donc, par définition, ce budget n'est pas encore adopté. Entre-temps, il ne vous aura pas échappé qu'il y aura des élections européennes, et qu'il y aura surtout des élections dans un certain nombre d'États membres, et qu'il y aura aussi un changement de Commission européenne. Tout ça entre mai et novembre 2019. Ça veut dire qu'entre mai et novembre 2019, les 3 instances européennes, Parlement, Conseil, les États membres et la Commission, vont connaître des changements.
je n'ose pas dire des bouleversements, personne ne lit dans les boules de cristal, mais en tout cas vont connaître des changements. Qui est en mesure de me dire aujourd'hui que ces changements n'affecteront pas la lecture des textes qui sont en partie signés, mais pas tous adoptés, à l'heure où nous parlons? Moi, je ne suis pas en mesure de garantir que les montants et les dispositions qui sont prévus dans ce que nous discutons aujourd'hui seront exactement les mêmes si je revenais vous voir dans 8 mois. Donc voilà pourquoi je reste pas pessimiste, pas dire ça, je reste vigilant. Et je voulais vous dire que les progrès que nous enregistrons, ils sont réels, il faut les soutenir, il faut les encourager, mais ils sont encore fragiles, voire réversibles. Autre exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de cette coopération structurée permanente. Formidable, une disposition du traité qui est mise en œuvre. 25 pays. Il y avait une vision française de la coopération structurée permanente qui était celle un peu élitiste, c'est vrai, d'un club pionnier, d'avant-garde, on appelle ça comme on veut, qui seraient des pays extrêmement volontaires pour faire des choses très ambitieuses ensemble en matière de défense. Ça aurait sans doute réduit l'éventail. Il y avait une vision allemande, très, comme on dit aujourd'hui, un mot à la mode, très inclusive, pour avoir le plus de monde possible dedans. Inutile de vous dire qu'à 25, sur 27, je pense qu'il y a une vision qui a prévalu sur l'autre, même si on ne vous dira pas ça comme ça dans toutes les capitales. Mais en tout cas, cette vision-là, pourquoi pas? 25 pays, 34 projets. Est-ce que 25 pays, 34 projets, ça va faire naître un bond qualitatif susceptible de doter l'Europe d'une vraie politique de défense? Personnellement, je ne le pense pas. J'espère me tromper lourdement et j'espère que dans ces 34 projets, on verra sortir quelque chose qui va véritablement être porteur d'une vraie ambition européenne. Il y a des projets très intéressants, ne nous méprenons pas. Chacun de ces projets a son utilité et son intérêt. Mais sur des segments tellement limités et avec des participations tellement vastes que je doute que ça ait un impact structurant sur toute la politique de défense européenne. Et puis, dernier point sur lequel je pense qu'il faut avoir une grande vigilance, c'est que l'ensemble des initiatives qui ont été prises à ce jour, et elles sont réelles, encore une fois, hein, je ne tiens pas du tout à en négliger la réalité, simplement peut-être exprimer quelques questions sur les modalités et sur leur impact, mais tous ces projets aujourd'hui en cours portent, pardonnez-moi d'être technique, mais portent sur ce qu'on appelle le capacitaire, grosso modo sur les équipements, sur l'industrie. C'est très important, c'est fondamental. Et nous avons la chance d'avoir une industrie de défense qui se porte bien, tant mieux. Loin de moi l'idée de remettre cela en cause, et je pense qu'au niveau européen, nous devons considérer cette industrie de défense, non seulement française mais européenne, comme une force, et que tout ce qui concourt à la consolider est bienvenu. Simplement, mon propos est autre. C'est de dire que cette focalisation quasi exclusive sur le capacitaire fait l'impasse sur quelque chose qui est tout aussi fondamental, qui est l'opérationnel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au plan opérationnel? On voit que la plupart des pays européens restent réticents à tout engagement opérationnel. Et lorsqu'ils le considèrent, lorsqu'ils l'envisagent, ils ne l'envisagent que dans le cadre de l'OTAN, sous couverture américaine, ou en accompagnement des Américains. Mais très peu de pays européens aujourd'hui, je ne dirais pas aucun, mais très peu de pays européens aujourd'hui sont prêts à considérer sérieusement des options d'engagement purement européens, en européens, entre européens. Ça pose quand même un problème, parce que le vrai test, il est là. Le vrai test, il est là. Ultimement, je ne dis pas qu'il faut intervenir partout, mais je dis que tant que les Européens n'auront pas fait la preuve qu'ils sont capables d'intervenir sur un théâtre de crise significatif, et pas simplement avec une mission de formation, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que des missions de formation à l'échelle européenne. On fait des missions de formation au Mali, on fait des missions de formation en Centrafrique, on fait des missions de formation en Somalie. C'est très bien, ça marche plutôt pas mal, il faut être objectif, et c'est servi par des gens très professionnels. Et c'est authentiquement européen. Mais vous voyez bien que l'enjeu au Mali, il dépasse quand même la formation de militaires maliens.
voyez bien que l'enjeu en Centrafrique, il dépasse la tentative de recomposition d'un semblant d'armée centrafricaine. Vous voyez bien qu'en Somalie, ça fait maintenant des dizaines d'années que l'enjeu il est un peu plus vaste que la formation d'une armée somalienne. Les Européens, aujourd'hui, dans leur immense majorité, ne veulent pas aller au-delà de ce type de mandat. Et donc, constituer une force combattante européenne, ça reste quelque chose d'extraordinairement compliqué. Et c'est la grande oubliée, cette dimension est la grande oubliée des débats en cours. Et ce n'est pas par l'invocation d'une armée européenne qu'on va résoudre le problème. Ce problème, il est très sérieux parce qu'il renvoie véritablement à des conceptions différentes, à des mécanismes institutionnels différents. Quand je parle avec mes collègues parlementaires allemands et qu'on essaye de regarder comment on pourrait avoir quelque chose en franco-allemand qui fonctionne mieux pour faire des interventions en commun, on bute immédiatement sur les difficultés institutionnelles. Impossible pour mes collègues allemands, et je les comprends, dans la logique qui est la leur, d'avoir un modèle d'intervention qui ne soit pas strictement soumis au Parlement. C'est tout à fait respectable. C'est leur modèle institutionnel, c'est le fruit d'une histoire, et je pense que nous ne sommes pas forcément les mieux placés pour donner des leçons en la matière. Ils ont un modèle qu'ils considèrent comme efficace et juste, et ils ne veulent pas en déroger. Nous avons un système qui est une singularité absolue en Europe, le modèle exécutif total, c'est-à-dire décision du président de la République pour engager les forces armées. Ce modèle n'est pas transposable à d'autres pays européens. Donc vous voyez bien, immédiatement, dès qu'on parle opération, dès qu'on parle intervention, on bute sur l'hétérogénéité des systèmes en Europe. Et ces systèmes ne sont pas des systèmes artificiels ou superficiels, c'est des systèmes qui sont le fruit de l'histoire et de la culture de chacun des peuples. Nous butons également sur des vues plus idéologiques. Je vous disais tout à l'heure, pour un certain nombre de groupes politiques, la priorité, même face à une crise majeure, doit être une réponse civile. Donc oui au déploiement d'observateurs, oui au déploiement de médiateurs, oui au déploiement parfois même de forces de police, mais pas au-delà. Pas de déploiement de militaires, pas de déploiement de militaires ayant un mandat de combat. Ce qu'on appelle des mandats exécutifs, c'est-à-dire des mandats qui permettent aux soldats déployés d'utiliser la force, c'est totalement banni aujourd'hui en Europe. Le paradoxe, c'est que ça ne l'était pas il y a quelques années. On n'a pas progressé en la matière. Et moi, mon inquiétude, elle est plutôt sur le fait qu'il y a 10 ans, en 2008, l'Europe lançait, sous initiative française très largement, une opération maritime au large de la Somalie extrêmement ambitieuse, avec des navires de guerre qui allaient combattre la piraterie en Somalie, avec succès d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on arriverait à le faire aujourd'hui. Le paradoxe, c'est qu'en 2003, 2005, on a réussi à envoyer des missions en Afrique, et parfois en franco-allemand, qui étaient des missions avec des mandats assez robustes. Je ne suis pas sûr qu'on arriverait à le faire aujourd'hui. Alors que, soi-disant, l'Europe de la défense progresse, que le franco-allemand progresse, et que, soi-disant, on est quasiment à l'aune de l'avènement d'une armée ou d'une force d'intervention européenne. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Bruxelles, vous en êtes très très loin. Quand il s'agit de déployer quelques dizaines d'hommes sous mandat européen dans une zone de crise, ce sont des débats interminables et avec les lignes de fracture que je viens de vous exposer très sommairement. Et qui fait que bien souvent, la France se retrouve très isolée quand il s'agit de promouvoir une réponse militaire un peu robuste. Encore une fois, il ne s'agit pas de blâmer nos partenaires. Les positions qu'ils adoptent, elles ne sont pas illogiques, elles sont encore moins illégitimes, elles sont le fruit d'histoires et de cultures différentes. Mais ça pose un problème par rapport aux ambitions qu'on devrait légitimement nourrir pour affirmer un modèle strictement européen. L'articulation avec l'OTAN est évidemment très problématique. Elle peut être parfaitement synchronisée dès lors que vous avez des alliés à l'intérieur de l'OTAN et des alliés extra-européens qui jouent le jeu. On a réussi des choses avec l'OTAN en européen dans les Balkans, on en a réussi même parfois au Moyen-Orient, où l'OTAN a mis à la disposition de l'Union européenne ses moyens, parfois même ses chaînes de commandement, sans que ça contrarie les déploiements européens, bien au contraire, ça les a même parfois valorisés. Aujourd'hui, vous avez à l'intérieur de l'OTAN
des alliés qui sont tout de même problématiques. Tout le monde pense aux États-Unis quand je dis ça. Bon, ça, c'est le vieux débat sur l'alliance franco-américaine et tous ces soubresauts. Mais pensez à la Turquie. Sommes-nous certains que nous devons nous soumettre à un possible veto turc si nous voulons entreprendre une opération d'envergure en Afrique ou au Moyen-Orient? La réalité, elle est là aussi. Ça ne se passe pas que du côté de Washington. Partageons-nous aujourd'hui avec le régime turc des convergences stratégiques suffisamment fortes pour que la Turquie ne soit pas une entrave, le moment venu, à des ambitions européennes? Poser la question, c'est déjà en partie y répondre. Mais vous voyez qu'on a quand même des trajectoires qui sont aujourd'hui beaucoup plus sinueuses qu'elles ne pouvaient l'être il y a une dizaine d'années. Donc voilà pourquoi ces éléments, qui ne sont pas tous des éléments consolidés, je pose plus de questions que je n'ai moi-même de réponses, je voulais simplement vous donner l'illustration de où nous en sommes, vu, j'allais dire, de l'intérieur de la machinerie européenne sur ces débats, parce que je pense que il y a incontestablement un moment propice à ce réveil européen. Nous vivons vraiment une période clé qui peut être une période très féconde pour que l'Europe et les Européens se prennent enfin en main, mais nous n'y sommes pas encore totalement. Et le mieux est l'ennemi du bien, si vous voulez, dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que mon appel, très modeste, c'est un appel au pragmatisme et au réalisme. Nous avons devant nous des chantiers considérables. Nous avons sur le plan stratégique des phénomènes qui affectent notre stabilité, mais il ne faut pas se tromper sur les orientations que nous allons prendre. On n'a pas parlé, je n'ai pas évoqué, j'aurais pu le faire, le Brexit. Le Brexit est aussi un défi important, même si je pense qu'en matière de défense, ce n'est pas là où se situe le gros problème. Je pense que l'alliance avec les Britanniques, et singulièrement l'alliance franco-britannique en matière de défense et de sécurité, est suffisamment forte pour ne pas être affectée par le Brexit, parce que le Brexit affecte surtout les constructions communautaires. Or, par définition, ce que je viens de vous décrire de l'Europe de la défense est suffisamment peu intégré pour que le départ des Britanniques ne fasse pas s'écrouler un édifice qui, par ailleurs, est d'une taille très très modeste. Je pense que les piliers de cette relation sont ailleurs. Donc, je ne suis pas fondamentalement inquiet des conséquences du Brexit en matière de sécurité et de défense. Mais on aurait pu en parler également parce que voilà un des phénomènes qui affectent malgré tout la perception que les Européens ont de leur environnement stratégique. Donc, je plaiderai pour ma part pour avoir une constance, pour que la France continue de porter cette ambition européenne, qu'elle le fasse sans arrogance, qu'elle le fasse en comprenant bien quelles sont les contraintes des pays partenaires, mais il faut le faire avec beaucoup de détermination. La détermination et le pragmatisme ne sont pas des forces ennemies. Je pense qu'on peut avancer avec détermination, mais se satisfaire aussi de résultats qui seront fatalement modestes à court et moyen terme. Je pense surtout qu'il faut éviter de s'illusionner, soit sur des progrès trop spectaculaires, qui à mon avis ne sont malheureusement pas à attendre, mais aussi sur des retours en arrière ou des fermetures de parenthèses tragiques. Ce genre d'illusion pourrait être très néfaste par rapport aux efforts qui sont engagés. Je m'arrêterai là pour ce soir en vous remerciant de votre attention.